Samuel Chevou, qui va essentiellement faire le point sur le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès. C'était le samedi 10 décembre. Quelle lecture faites-vous du message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous également qui êtes à la maison? Et aussi, nous qui sommes sur ce plateau, nous allons analyser mot à mot, nous allons analyser froidement le discours, le message à la nation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Également, que prévoit la loi si un député quitte le parti politique pour lequel il est élu au cours d'une législature? C'est le cas ici de Gentili Ngombi Lambaka, qui, après avoir été élu sur la liste du PPRD, a créé son parti politique et il a nommé l'honorable Junior Nemalemba comme président de la Ligue de Gênes, lui qui a été élu sur la liste ACO. Voilà justement qui fait objet de notre émission de ce lundi 12 décembre 2022, qui reçoit pour vous messieurs Patrick Makanga. Il est cadre du parti politique AFDC, allié du professeur Modeste Bahati Lukobo. Monsieur Patrick Makanga, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci beaucoup, cher Nathan, pour l'invitation. Et j'en profite pour saluer tous les Congolais, plus particulièrement les téléspectateurs de Semel 13 chez vous. Semel Chevou. Semel Chevou, voilà. Voilà, merci beaucoup. Je les salue. Je pense que je sais qu'ils sont nombreux en train de nous suivre. Nous allons croire que nos échanges de cet avant-midi vont apporter de l'éclairage dans beaucoup de dossiers. Parce que nous avons aussi comme responsabilité de rétablir la vérité là où c'est la manque, de veiller à ce que les choses soient faites, les choses soient faites dans le respect des textes réglementaires, dans le respect de loi. Parce que nous sommes un État censé être celui de droit, de par la constitution de notre pays, de par la volonté manifeste du chef de l'État. Très bien. Alors, dans un État de droit, la colonne vertébrale, le bras séculier d'un État de droit, c'est la justice. Voilà. Voilà, en fait. Très bien, merci beaucoup. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi parlé de la justice. On va justement échanger autour de ça au cours de cette émission. Je rappelle ici, il s'appelle Patrick Makanga. Il est cadre du parti politique AFDCA du professeur Modeste Bahati Lukobo. Alors, monsieur Patrick Makanga, récemment, le Congolais était agité. Justement après avoir appris que vous étiez enlevé par des personnes non autrement identifiées. Aujourd'hui, comment vous vous portez et qui ont été ces personnes qui vous ont enlevé? Brièvement, est-ce que nous pouvons savoir ce qui s'était passé? En tout cas, j'ai été appréhendé par le service des renseignements. Certainement, il devait avoir, il fallait qu'on puisse éclairer sur certaines situations, mais je pense que ça s'est très bien passé parce que quelques heures qui ont suivi, j'ai été relaxé, j'ai passé 24 heures dans les locaux de l'ANER. Dans les locaux des services et renseignements. Très bien. Et bien, c'est déjà passé, c'est bon. Je salue tous ceux qui se sont dérangés et puis il y a même de ceux qui sont allés au point de publier ma photo, demandant à ce que je sois relaxé. En tout cas, je vous salue et je vous demande infiniment, je vous présente mes vifs remerciements et puis voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Nous osons croire que ce n'est que comme ça qu'on peut nous entraider pour bâtir un Congo beaucoup plus fort, prospère, solidaire. Et surtout que quand nous avions embrassé ce monde politique, on connaissait déjà les aléas, que ces gens... À tout moment, on peut vous arrêter. Peut venir, tout, mais cela ne nous décourage guère à travailler pour l'intérêt de notre peuple, parce que nous voulons de ce Congo, nous voulons d'un Congo avec un avenir meilleur quand nous irons dans nos tombes. Quand nous allons mourir demain, nous mourrons en paix, tout en sachant que nous avons un Congo où l'état de droit est une réalité vivante, très bien, dans les vécus quotidiens de tout un chacun, où le développement, où on a quitté le paradoxe d'un pays
potentiellement riches, dont la population vit dans l'extrême pauvreté. Très bien. Dans le cadre justement du biscuit de l'émission, M. Patrick Makanga, récemment, nous avions suivi les nominations sur ordonnance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sein du parti AFDC allié. Il y a eu également des nominations, mais des agitations comme quoi il y a eu des nominations qui justement ont fâché certains de votre parti politique, disant que l'autorité morale, Modeste Bahatulukobo, a essayé de choisir ce proche en l'endroit de choisir ceux-là qui militent, ceux-là qui se battent au sein du parti politique. Votre lecture, votre avis par rapport à toutes ces agitations au sein de votre parti. Si je dois vous mettre à l'aise, je vous dirais que des personnes qu'on a promues au sein de l'AFDC, ce sont des combattants et combattantes de ce parti. Ce qui est rien de vous admettre que ce n'est pas celui qui passe à la télé, ce n'est pas seulement celui qui est dans les médias, qui travaille pour le parti. Chacun travaille pour sa part et il ne faut pas minimiser les uns au profit des autres. Nous, à l'AFDC, il n'y a pas de clientélisme. Chez nous, à l'AFDC, on récompense le travail et sur base d'un profil bien défini, bien déterminé, nonobstant aussi la géopolitique, nonobstant aussi le pouvoir discrétionnaire de l'autorité morale du parti. Il est le numéro 1 du parti. L'autorité morale est le numéro 1 du parti. Il choisit des personnes qu'il faut à un timing qu'il faut pour un travail bien défini, bien déterminé pour le bien de nous tous. Et en sus, je dirais que si les gens doivent adhérer dans des partis politiques pour avoir seulement de postes ou avoir un emploi, je vous dis, c'est regrettable. Si l'engouement dans des partis politiques aujourd'hui, c'est pour avoir de l'emploi et le poste, en tout cas, c'est regrettable pour mon pays, la République démocratique du Congo. Parce que la politique, M. Patrick Makanga, vous regrettez aussi de n'avoir pas été nommé? C'est une question, pas du tout. Pas du tout. Je disais, la politique, c'est une question de conviction basée sur une idéologie. Très bien. Et cette idéologie, c'est pour le bien-être de la collectivité et non d'un individu. C'est vrai, on peut être appelé à assumer une fonction à un certain niveau que ce soit, selon que le besoin se présente, tant mieux. Mais si cela n'est pas le cas, c'est plutôt cela ne doit pas constituer, c'est comme si votre leitmotiv, c'était pour que vous soyez nommé, pour que vous puissiez travailler à un endroit que ce soit. Là, on sous-entend que vous êtes quelqu'un qui était venu pour vos intérêts plutôt que l'intérêt de la population. Très bien. La politique que nous faisons, c'est pas pour nos intérêts personnels, mais c'est pour nos frères et sœurs congolais. Parce que, peut-être vous ne connaissez pas, nous autres, quand nous avions adhéré dans le parti politique, on avait déjà un travail. Nous étions déjà cadres des entreprises. Très bien. Et des très bonnes entreprises de la place. Merci. Et nous n'étions pas venus chercher du boulot. Merci. Et nous travaillons, nous continuerons toujours à travailler. Même si je ne suis pas nommé chef du clan, chef de mon clan, ou soit chef de notre parcelle, je travaillerai pour mon pays. Parce que je pense que le travail que je suis en train d'abattre aujourd'hui pour rétablir la vérité, là où ça manque, pour appuyer l'état de droit, vaut son pesant d'or. C'est un travail noble. Très bien. Et ça n'avait pas besoin de la signature de qui que ce soit. Ce n'est qu'un sursaut patriotique, ce n'est que du nationalisme qui nous anime. Nous autres, loin de ces envies égoïstes des nominations. Merci beaucoup. Patrick Makanga, il est cadre du parti politique AFDCA. C'est lui notre invité de cette émission du lundi 12 décembre 2022. Madame, messieurs, vous êtes sur Samuel 13 Télévision, vous le faites bien. Votre confiance nous honore. Alors, avec lui, nous allons échanger autour du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. C'était le vendredi, je rappelle que c'était le vendredi 10 décembre dernier. Alors, Monsieur Patrick Makanga, votre lecture, votre analyse sur le message du chef de l'État à la nation en 5 minutes. Et puis, je vais vous relancer avec 2 questions. Non, ce qui est vrai, c'était d'abord, on doit reconnaître que non, c'est un exercice constitutionnel. La constitution de notre pays oblige au chef de l'État de faire un discours sur l'état de la nation à la fin de chaque année. Donc c'est une obligation constitutionnelle. Alors,
J'étais sur place et à l'intérieur de l'hémicycle du Congrès, de la salle qui a abrité le Congrès. J'ai vu le chef de l'État faire un discours sur un pays en pleine renaissance, mais en face de résistances passives, surtout dans les volets sécuritaires. Voilà. Donc c'est un pays qui est en train de renaître. Mais comme on dit, il y a toujours eu des résistances passives. Et face à ces résistances passives, nous avons vu un gouvernement avec un chef de l'État déployé pour y remédier. Parce que des plus grandes résistances passives s'observent dans les volets sécuritaires, où nous avons remarqué, nous avons entendu et nous vivons cela au jour le jour. Comment le gouvernement et le chef de l'État s'activent pour y remédier. Comment? En mettant en place deux recettes, deux remèdes en quelque sorte. Il y a le remède sur le plan diplomatique et l'autre remède sur le plan, l'option militaire, que du reste reste toujours, de par le principe des relations internationales, reste la dernière option, parce qu'on priorise toujours l'option diplomatique pour éviter qu'il y ait bande de sang de part et d'autre, parce que la guerre ne favorise pas, ça dérange la population civile. Donc, étant maintenant sur le plan diplomatique, nous sentons que l'action appuyée dans ce sens donne produit des résultats de telle enseigne que même des gens, même des personnalités, ou soit des pays qui soutiennent le Rwanda se sentent aujourd'hui en difficulté, de telle enseigne que non, ils sont soit obligés de dénoncer, de qualifier le M23 du mouvement terroriste, en contradiction avec le Rwanda, ou carrément condamner directement le Rwanda, tel le cas de l'Union européenne qui a demandé au Rwanda de cesser l'appui au M23. Donc, nous devons croire que ce sont déjà des acquis, mais nous ne nous contentons pas de cela. Pourquoi? Parce que nous voulons à ce que ce pays puisse sanctionner le Rwanda. Nous voulons que tous ceux pays qui ont dénoncé les pratiques du M23, qualifiant le M23 du mouvement terroriste, et avec les rapports des experts des Nations Unies qui attestent noir sur blanc que le Rwanda, sous couvert du M23, agresse notre pays, je crois que les autres pays-là, permettez-moi la tautologie, doivent aller jusqu'au point de sanctionner le Rwanda. Ils doivent sanctionner le Rwanda et non pas se limiter à qualifier de terroristes le mouvement M23. Il faut qu'on sanctionne le Rwanda. Il faut qu'on prouve le Rwanda de tout ce qu'il a comme aide à cause de la politique de M. Paul Kagame. Parce que le Rwanda, c'est un pays qui ne produit pas grand chose. C'est un pays qui ne produit pas grand chose et qu'une grande partie de son budget est financé par ses partenaires, par des partenaires internationaux, où on voit Paul Kagame utiliser la génocide comme fonds de commerce, hein, afin de s'attirer sympathie et avoir de quoi mettre en place sa politique au sein du Rwanda. Mais curieusement, avec des officines obscures, on voit que Paul Kagame maintenant utilise l'histoire des génocides du Rwanda comme moyen pour créer l'autre génocide dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, parce que vous avez pris ici le volet sécuritaire, M. Patrick Makanga, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé le premier contingent de la force régionale ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que, en se focalisant justement sur la force régionale qui viendra, qui est déjà sur la terre congolaise pour soutenir le FARDC, est-ce que vous pensez que cette force pourrait justement apporter des solutions face aux problèmes qu'on a dans notre partie? J'aimerais revenir sur un lapsus, je parle d'un génocide, oui. Donc c'est le génocide. Oui. Il y a ceci, on ne s'appuie pas totalement sur la force régionale. Mais la force régionale n'est rien d'autre que fait partie des conséquences d'une action diplomatique. Ouais. Parce qu'au niveau de la région, il y a l'EAC qui a apporté sa pierre dans l'édifice des solutions
Entre autres, cela passe par la mise en place d'une force régionale, de par des résolutions qu'il y a eu lors de la dernière réunion, pour essayer de remédier aux problèmes de l'Est, parce que les problèmes dans la partie Est de notre pays dérangent le bon fonctionnement de la région tout entière. Justement. Et en même temps, les développements de la région. Raison pour laquelle l'EAC a estimé judicieux de mettre en place cette force régionale pour mettre un terme une fois pour toutes à tous les groupes rebelles, alors, étrangers et locaux. Dans cette force régionale, Monsieur Patrick Makanga, on retrouve également l'armée ougandaise qu'on dénonce également aussi sa complicité justement avec le ZADF. Est-ce que vous pensez que toutes ces armées justement pourront être francs, pourront être véridiques, ces armées pourront être franches justement avec la République démocratique du Congo, aussi être véridiques, surtout parce qu'on aurait évoqué justement le problème lié justement à l'infiltration ou ça justement dans une armée, des armées. Ce qui est vrai, nous sommes d'abord conscients de la politique de l'autruche que mènent le Rwanda et l'Ouganda, parce qu'il n'y a pas que l'Ouganda, il y a aussi le Rwanda qui a été prêt à envoyer ses troupes en République démocratique du Congo pour combattre les groupes rebelles d'une manière générale. Mais vous verrez que dans une armée, le problème ce n'est pas les soldats sur les champs de bataille. Le problème c'est la commande. Le problème, c'est la personne qui donne des ordres, qui intime de l'ordre. Et la commande sera faite par. Vous comprendrez que non, c'est la région, c'est pas l'Ouganda, c'est la région. Entre autres, c'est le FARDC, selon les dernières résolutions, c'est le FARDC qui sera à la commande, qui sera en premier lieu en termes de commande. Vous voyez. Donc pour dire que ce n'est pas l'armée ougandaise qui viendra dicter ce qu'elle veut ici sur notre territoire. Je ne dis pas que l'armée ougandaise viendra dicter, mais le fait de voir l'armée ougandaise qui en quelque sorte les soldats collabore avec les ADF. Je parle de la commande, je parle des personnes qui vont commander cette armée. Des personnes qui vont commander cette armée, c'est là où repose le vrai problème. Parce que, j'ai dit, on est conscient de la politique de l'autruche de l'Ouganda ainsi que du Rwanda. Mais la commande de cette force régionale, ce ne sera pas l'apanage de l'armée ougandaise pour que l'armée ougandaise fasse ce qu'elle veut sur les champs de bataille. La commande est coordonnée au niveau de la région. Il y a aussi le FARDC. Il ne faut pas aussi oublier que dans cette force régionale, il ne faut pas enlever le FARDC parce que nous aussi, nous sommes là. Donc c'est une force mixte où la RDC aussi, le FARDC aussi fera partie. Voilà, c'est pourquoi qui justifie aussi des réunions des forces, des réunions des états-majors généraux, où on voit aussi que le FARDC est dûment représenté par le chef d'état-major général. Très bien. Alors, M. Patrick Makanga, le chef de l'État, évoque également la position... Permettez-moi, Jonathan, c'est une conséquence de l'action diplomatique. Très bien. Hormis cela, parce que nous ne pouvons pas seulement compter sur cela. Raison pour laquelle je vous ai parlé au départ de deux remèdes. Remède diplomatique et remède des forces sur terrain coordonnées de nos FARDC. Donc, nous avons d'un côté une armée nationale qui croit en termes de nombre numérique, et on voit le gouvernement s'activer pour équiper suffisamment notre armée, parce que nous ne devons pas aussi oublier que notre armée n'était pas suffisamment équipée en termes de matériel. Donc nous travaillons pour équiper suffisamment notre armée en termes de matériel et en termes de ressources humaines. Voilà. Quelque chose qui a justifié la formation finie de 30 000 jeunes Congolais qui viennent de finir leur cursus de formation au centre de Kitona, qui vont bientôt aussi appuyer d'autres éléments. Pourquoi pas sur le champ de bataille, parce qu'il y a en quelque sorte c'est sursaut patriotique et la volonté manifeste imprimée de notre armée, de nos FARDC, pour mettre un terme à ce qui se passe dans la partie Est. Donc on ne focalise, on ne s'appuie pas corps et âme et esprit dans ce qui se passe dans la force régionale. Nous avons aussi une autre option qui est l'option de l'action sur terrain, qui n'est pas à écarter au cas où
toutes les démarches diplomatiques ne vont pas aboutir. Alors très bien, Monsieur Patrick Bakanga, le chef de l'État évoque et dit prendre acte de la position claire des USA sur l'agression rwandaise. Vous également, vous êtes politique. Comment est-ce que vous voyez la position aujourd'hui des USA face à l'agression rwandaise? Est-ce que les États-Unis seraient complices également de cette agression rwandaise sur le sol congolais? Oui, les États-Unis ne peuvent qu'être complices de cela, mais s'ils ont fait des déclarations pour condamner ces actes, tant mieux. Raison pour laquelle je vous ai dit tantôt, ils doivent quitter de déclarations aux actes. Voilà. Donc nous attendons d'eux encore beaucoup plus d'engagement dans ce qui se passe dans la partie Est, et surtout que les États-Unis font partie des États indexés, indexés dans les troubles dans notre partie Est. Nous pensons qu'ils doivent quitter l'état de déclaration pour couper de l'aide et la coopération, même militaire, avec le Rwanda ainsi que autres. Il faut sanctionner le Rwanda pour décourager le Rwanda dans ses pratiques obscures versant les sangs des Congolais, les sangs des Congolais innocents. Les problèmes, les génocides, les Congolais ne sont pas partie prenante du génocide qui a eu lieu au Rwanda. Mais pourquoi M. Paul Kagame veut le payer cela, veut faire payer cela aux Congolais? Ça n'a aucun sens, raison pour laquelle il faut qu'il y ait des sanctions sévères à l'égard du Rwanda, qui peut-être du reste pousserait la population rwandaise à prendre une position pour chasser Kagame avec sa politique, sorcière, voulant attuer les gens comme ça. Alors, pour piller nos ressources naturelles. Les USA condamnent, c'est vrai, vous avez dit que les USA doivent quitter de la condamnation aux actes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait également faire pression aux États-Unis d'Amérique de pouvoir passer à l'acte cette fois-ci contre le Rwanda? Mais bien sûr que oui, ça entre dans le cadre du balai, plutôt dans le cadre de l'action diplomatique. Les États-Unis arrivaient jusqu'au point de condamner ces actes. Vous voyez, il fallait qu'il y ait une action quelque part, il fallait que les voix se fassent fallait que les voix puissent se faire entendre. Puisse se faire entendre pour que les USA puissent y arriver à ce stade, pour voir l'Union européenne condamner, voire même le Rwanda, exiger au Rwanda de cesser le soutien au M23, parce qu'il y a eu une diplomatie quelque part qui a fait que aujourd'hui le problème du Congo est connu de tous, et tous ceux qui n'agissent pas s'y sentent aujourd'hui complices. Ils se sentent complices, pourquoi? Parce que ils sont vus comme des gens qui soutiennent les troubles dans la partie est de notre pays, et voilà même des agitations qu'il y a dans leurs déclarations, parce qu'ils cherchent à se dédouaner. Mais nous attendons de plus que cela. Alors la semaine dernière, nous avions vu la ministre de la Justice Rose Mutombo s'est déplacée jusqu'à La Haye, à la CPI, pour exiger justement des condamnations contre le Rwanda vis-à-vis de massacres de Kishiché. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait également se déplacer aux États-Unis pour faire pression, allant dans ce sens, la question de pouvoir obtenir des condamnations, mais aussi des sanctions contre le Rwanda par les USA? Oui, c'est vrai, je vous ai dit, nous avons besoin de plus que des sanctions. Mais au niveau interne, c'est ce que nous devons faire en termes de responsabilité, parce que nous n'allons pas seulement attendre les autres. Nous ne devons pas attendre les autres, surtout que nous les connaissons déjà remplis de mauvaises foi. Nous n'allons pas attendre d'eux. Le chef de l'État a eu à mettre en place, de par son discours à l'État de la Nation, a eu à instituer une justice transitoire. Vous voyez, pour pallier au problème des violations, des crimes commis au niveau, des crimes enregistrés dans la partie Est. Vous voyez un peu, il y a une justice transitoire. Donc c'est ça, être responsable. Ça, c'est faire preuve de la responsabilité. En attendant les autres, nous pouvons déjà voir comment réfléchir à trouver des solutions à notre niveau. Voilà un peu. Donc je pense que la justice transitoire permettra à ce qu'on puisse traquer et arrêter toutes les personnes citées dans des violences dans la partie Est, dans des violations des droits de l'homme, dans des violations des valeurs humaines, et dans des viols de femmes et autres. Alors, voilà. Nous quittons ici l'aspect sécuritaire du discours du chef de l'État à l'aspect éducatif, voulais-je dire. Monsieur Patrick Bakanga, le chef de l'État dit, avant son arrivée au pouvoir, la gratuité de l'enseignement n'avait jamais été effective. Est-ce que aujourd'hui, pouvons-nous cette fois-ci acclamer la gratuité de l'enseignement de base depuis l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nonobstant les difficultés qu'ils connaissent justement les enseignants pendant ces dernières années?
Donc, ce qui est vrai, vous constaterez avec moi qu'avant que l'actuel chef d'État soit aux affaires, l'éducation, l'enseignement primaire et secondaire, ces volets-là étaient l'enfant pauvre. Vous voyez un peu l'enfant des parents pauvres. Les gens y accordaient peu d'attention. Mais depuis qu'il est là, il a commencé par mettre d'abord, il a mis de moyens, parce que je vous dis, la gratuité de l'enseignement a coûté à la République plus d'$1 milliard par an. Plus ou moins $1 milliard par an. Jusqu'à faire en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler, le budget, comment la proportion allouée à l'enseignement de base aujourd'hui a atteint 23,9% du budget national. Ce sont des avancées significatives. Ce sont des avancées significatives, parce que si on doit voir en termes de chiffres, aujourd'hui, l'État a commencé à ajouter dans les écoles qui prenaient en charge en termes de frais de fonctionnement 23 150 nouvelles écoles. En plus de 41 739 écoles, qui fait un total de 64 889 écoles. C'est là tout ça grâce à la gratuité, pour appuyer la gratuité. Parce que la plainte, ou soit les plaintes des gens, c'est situé sur le fait que non, il y avait un problème dans les frais de fonctionnement des écoles. Les frais de fonctionnement des écoles posaient problème. Et l'État a ajouté 23 150 nouvelles écoles, commencer à prendre en charge les frais de fonctionnement. Donc pour dire qu'il y a eu un accroissement de 55%. Vraiment, ça c'est quelque chose à soutenir. Donc le Trésor public a eu à prendre en charge, donc à mécaniser 266 220 enseignants nouvelles unités. Donc tout ça c'est grâce à la gratuité. La gratuité de l'enseignement aujourd'hui a permis à plus de 5 millions d'élèves à reprendre les chemins de l'école. Ça c'est nous avons de quoi acclamer cela. Mais M. Barthé Boakar, on aurait bien voulu aussi voir au cours de ces 4 ans du chef de l'État des écoles construites, surtout ici dans la ville-province de Kinshasa. C'est très difficile de voir une école construite et non réhabilitée. Non, il y a une école construite. Une seule école dans la ville de Kinshasa. Non, je peux déjà vous citer des écoles construites. Donc, je peux déjà vous citer l'école de Kankokolo, aller au Kanseta. Donc, non, ce qui est vrai, les travaux sont en train d'être faits. Mais la plus grande question est de savoir, est-ce que nous avons besoin de construire des écoles ou bien réhabiliter des écoles? Nous avons besoin de construire. Non. Nous n'avons pas un problème des écoles à Kinshasa. On a un problème. Nous n'avons pas de problème d'école. Pas un problème de construire des écoles. Notre problème, c'est de rendre viables des infrastructures scolaires existantes. Parce qu'on en a beaucoup. Mais il faudrait créer. Il faut construire. Non. Il faut d'abord, c'est comme un père qui, du reste, habite dans une maison avec ses enfants qui commençaient déjà à avoir des fissures. Le papa accepte de prendre l'argent qu'il a pour aller construire une autre maison et abandonner la maison qu'il a. Non. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? On commence d'abord par rendre viable ce que vous avez, vous réhabilitez, vous rendez viable, et en même temps vous construisez d'autres infrastructures. Est-ce que vous voyez des enfants qui manquent? À Kinshasa, il y a des élèves qui manquent des écoles? Non. Il y a même des écoles qui ont des grandes capacités d'accueil. Alors, rendre ces écoles viables aujourd'hui, dans une salle de classe, on trouve plus de 100 et quelques élèves. Et dans d'autres écoles, d'ailleurs, surtout à l'intérieur du pays, on trouve des élèves qui sont assis sur le sol, là, en train de suivre le cours. Non, les problèmes, c'est de rendre viables ces écoles-là. Nous avons des écoles qui ont une très grande capacité d'accueil, mais qui ne sont pas à mesure. Pourquoi? Parce que les infrastructures ne sont pas viables. Donc, pour dire que quand on parle de la réhabilitation, on peut aussi parler du fait d'ajouter d'autres locaux. Nous n'avons pas besoin de construire de nouvelles écoles parce qu'on a envie de construire. Merci. Les problèmes, c'est d'abord rendre viable. Parce que vous voulez construire de nouvelles écoles pour d'autres élèves. Maintenant, qu'en est-il des élèves qui étudient, par exemple, à Mikondo, qui étudient à Kingasana, Souka, là-bas, au fin fond vers Bouma, des élèves qui étudient à Massina, vous voulez construire de nouvelles écoles où? Vous voyez un peu? Dans toutes les communes. Je pense il faut qu'on réhabilite des infrastructures scolaires existantes et on peut maintenant penser à en construire d'autres. Il faut d'abord commencer par le préalable. Alors,
eu égard à cela, des réhabilitations, n'en parlons même pas, il y en a beaucoup, des écoles qu'on est en train de réhabiliter sur toute l'étendue du territoire national. Vous allez au Grand Kasaï, vous allez dans le Grand Bandundu, beaucoup d'écoles sont en train d'être réhabilitées, et voire même construites aussi. Il y a aussi des endroits qui nécessitent construction. On est en train de construire, mais le plus grand problème, c'est de mettre les élèves dans de bonnes conditions et permettre aux élèves de suivre une éducation, une très bonne éducation qui passe par le fait de mettre à la disposition des écoles de frais de fonctionnement. Imaginez-vous aujourd'hui, pour des écoles dites écoles de prestige, l'État débourse chaque fin du mois 2 400 000 francs congolais par mois pour des écoles de prestige, juste pour appuyer les fonctionnements des écoles. Très bien. Pour d'autres écoles, le gouvernement congolais débourse plus ou moins 240 000 francs congolais chaque mois. Donc, si vous faites la sommation de tout cela, donc aujourd'hui, l'État congolais débourse en termes d'une manière générale, tout ça débourse 224 milliards de francs congolais. Donc un accroissement de 51,7%, sans compter la rémunération mensuelle des enseignants. Très bien, merci beaucoup, messieurs Patrick Makanga, madame, messieurs. Vous suivez Samuel Chevaux, votre émission de tout le temps, de tout le jour. Nous sommes en train ici d'analyser point par point le discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était le samedi dernier devant les deux chambres réunies en congrès. On a déjà évoqué ici l'aspect sécuritaire avec notre invité, où il a justement évoqué la question de l'Est, lui également. On a aussi évoqué la question sur l'éducation avec la gratuité de l'enseignement, que le chef de l'État dit qu'avant son arrivée, la gratuité de l'enseignement n'avait jamais été effective en République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, nous prenons le volet économique, parce qu'il faudrait reconnaître ici que depuis que le ministre de l'économie a été déchu, jusque-là, on n'a pas encore un nouveau ministre, mais il y a le ministre des Finances qui justement joue le rôle qui assure l'intérim du ministre de l'économie. C'est vrai, il était du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahatulukebu, également notre invité est de ce même parti, mais ce n'est pas là l'objet de notre débat d'aujourd'hui. Messieurs Patrick Makanga, le chef de l'État dit que l'économie se porte de mieux en mieux et des réalisations à plusieurs niveaux deviennent de plus en plus visibles. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Bien évidemment, si vous avez une croissance à 6,1%, alors nous sommes au-dessus de la moyenne africaine. Nous sommes au-dessus de la moyenne africaine. Nous nous sommes bien comportés en rapport avec d'autres pays, même qui sont un peu beaucoup plus développés que nous en termes de l'économie, avec cette moyenne. Donc nous sommes, et puis avec des chiffres certifiés du FMI ainsi que la Banque mondiale. Donc l'économie se comporte très bien. Nous avons contenu l'inflation. Nous avons maîtrisé l'inflation. Donc, de telle enseigne que même les chocs, l'inflation, les chocs de l'inflation sur le plan international n'a pas pu produire de très grands résultats parce que il y a eu ces 40 francs congolais qui s'est ajouté sur $1. Donc là où on voit l'argent, c'est là où on voit la monnaie à 2000, les échanges se faire à 2040 francs congolais. Donc les 40 francs congolais sont dus au choc sur le plan international, mais nous, la RDC l'a contenu à cause de la force de son économie. Nous avons de réserves au point de nous créer nous avons de réserves en termes de devises étrangères qui équivaut à 2 mois et demi d'importation. Or, jadis, nous n'étions même pas en mesure de tenir pendant 1 mois. Nous venons prévendre à l'époque quand la pandémie a commencé, notre économie était presque par terre. Nous n'avons pas l'autonomie qui pouvait nous aider à faire ne fût-ce qu'1 mois. Nous n'avions pas de réserve qui pourrait couvrir ne fût-ce qu'1 mois des importations. Alors face à ces éléments, on ne peut
que dire voilà, notre pays est mis sur une bonne voie pour sur un le plan lendemain économique. meilleur sur le plan économique aussi. Très bien. Alors, cette fois-ci, prenons maintenant le volet justice, parce que c'est là où le bât blesse. Le chef de l'État dit, sur la qualité des décisions de justice, il insiste d'une part sur le renforcement de la sanction contre le magistrat véreux qui n'ont ni vocation, encore moins l'idéal de justice. Il parle également de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur Patrick Makanga, c'est vrai, après justement l'analyse sur le discours du chef de l'État, nous allons prendre en tout cas la question qui fâche, et cela nécessite à ce que la justice puisse intervenir, mais le chef de l'État déjà s'inquiète sur les décisions des justices aujourd'hui. Quelle est votre lecture face au problème de la justice qu'on connaît aujourd'hui en République démocratique du Congo? Comme je vous ai dit au départ, nous voulons d'un état de droit. Or, l'état de droit a comme colonne vertébrale la justice. Une justice consciente de son rôle, qui dit le droit et le bon droit. Et le chef de l'État a tout à fait raison d'y insister là-dessus, parce qu'il y a certaines pratiques de certains magistrats ne sont pas du tout orthodoxes. Ne sont pas orthodoxes. Ils sont en train de, deux fois, il y a de ceux qui torpillent le droit, de ceux qui torpillent la justice par le biais de la corruption et autres. Raison pour laquelle le chef d'État ne peut que marteler là-dessus. Il a même parlé, vous n'avez pas fait mention de cela, il a parlé du régime des sanctions. Il faut renforcer le régime des sanctions contre ce magistrat véreux qui se présentent, qui sont comme une entrave à l'état de droit. Voilà, moi je pense que sur ce point-là, on a vu comment le chef d'État s'y est déployé aussi, parce que nous devons aussi savoir les faits que il y avait aussi les problèmes d'effectifs, comme le chef d'État l'a soulevé, un problème d'effectifs de magistrats, où on a vu qu'il y a deux coins où il n'y a presque pas de magistrats. Et ce qui a permis au chef d'État, vous avez vu les concours de magistrats, et le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement a y procédé, a y mettre des moyens pour recruter de nouveaux magistrats, tout ça pour renforcer la couverture judiciaire sur base de sa cartographie. Donc pour dire que c'est ça, c'est qu'on appelle de réforme dans l'appareil judiciaire de notre pays. Et le chef de l'État, étant donné qu'il ne peut pas s'immiscer dans ce qui se passe dans l'appareil judiciaire de notre pays, dans l'appareil judiciaire de notre pays, compte tenu de la séparation de pouvoir consacrée par notre constitution, il ne peut qu'apporter de réformes, qu'il ne peut qu'apporter des moyens pour rendre cet appareil viable. Entre autres, on a vu le recrutement de magistrats, on a vu comment il s'est activé pour combler ce besoin de l'effectif de magistrats pour la couverture judiciaire. Alors c'est vrai, vous avez ici évoqué le problème de l'effectif de magistrats. Il y a eu le test qui s'est effectué, il y a eu 5 000 magistrats qui ont été retenus. Mais est-ce que, M. Patrick Makanga, concernant les décisions de justice, est-ce que c'est simplement le problème d'effectif, ou alors c'est aussi le problème de leurs conditions de vie? Parce que vous êtes sans ignorer que ici en République démocratique du Congo, la corruption sur le plan judiciaire en tout cas inquiète beaucoup, et vous verrez une personne qui a raison, mais faute d'argent, il n'égale pas un procès. Est-ce que c'est aussi le problème justement lié à leurs conditions de vie? Non, les problèmes sont multiples. J'ai parlé entre autres, il y a aussi des endroits où les gens ne savent pas où aller face aux problèmes, face aux différends qui les opposent. Vous voyez un peu? Il y a aussi des endroits où il y a la présence des magistrats, mais il y a des pratiques peu orthodoxes. Ça, je l'ai dit tantôt. Il y a des pratiques peu orthodoxes, raison pour laquelle le chef d'État a misé sur des personnes qu'il faut, à de places qu'il faut. Et nous pensons qu'avec l'action du chef d'État à recruter 5 000 magistrats, 5 000 nouveaux magistrats, ceux qui viennent d'être recrutés vont travailler en toute abnégation et ils vont travailler s'appuyant sur des valeurs pour qu'ils puissent un peu changer des donnes, pour qu'on puisse un peu changer des paradoxes, parce que nous voulons d'un état de droit. Et cet état de droit passe par une justice forte, une justice qui dit le droit, le bon droit. Donc, des personnes qu'on vient de recruter vont travailler avec abnégation. L'état de pour droit. qu'eux soient des personnes qu'il faut
qui vont remplacer ceux-là. Donc, des magistrats verraient tel cas de les chefs de l'État, ceux-là qui ne font pas correctement leur travail. L'état de droit, ça doit s'accompagner justement avec une justice capable de pouvoir sanctionner ceux qui ont tort et donner justement raison Bien évidemment. à ceux qui ont raison. Mais apparemment, M. Patrick Makanga, depuis que le chef d'État est au pouvoir, c'est en tout cas le secteur qui souffre encore. C'est vrai, il faudrait reconnaître ici la gratuité de l'enseignement avant l'arrivée de Tshisekedi souffrait, mais aujourd'hui Tshisekedi est venu, il faudrait le reconnaître, il y a quand même cette gratuité de l'enseignement, bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut évoquer là-dessus, mais la justice en tout cas pose problème, parce que je vais vous donner quelques cas ici de certains dignitaires de ce pays qui ont été souvent arrêtés et puis libérés, pour ne pas citer Vital Kamerhe avec le procès sans jour, pour ne pas citer aussi le DG de certaines entreprises publiques. Qu'est-ce qu'il faudrait cette fois-ci? Est-ce que c'est vrai, le chef de l'État ne peut pas s'immiscer sur de dossiers judiciaires, mais qu'est-ce qu'il faudrait cette fois-ci? Au-delà peut-être du fait qu'on peut augmenter l'effectif de magistrats, au-delà peut-être du fait qu'on peut apporter un coup de pouce sur leurs conditions de vie, qu'est-ce qu'il faudrait au-delà de tout ça? Voilà ce qu'il faut, je pense que le chef de l'État y est déçu. Il faut renforcer le régime des sanctions. Voilà. Et en même temps aussi, augmenter l'effectif de ces gens qui feront en sorte que la nouvelle énergie qui va arriver pourrait peut-être changer la donne s'ils travaillent avec abnégation. Vous voyez? Et en tout cas, l'élément clé, c'est le renforcement du régime de sanctions contre ces magistrats véreux. Alors, qui doit normalement sanctionner ces magistrats et comment cela doit se faire? Est-ce que vous pensez qu'un papa qui habite peut-être vers Mokali a un problème sur le plan judiciaire et puis là, il va dénoncer cela? Est-ce que vous pensez que la voix de ce papa qui habite Mokali sera entendue par les autorités pour que le magistrat puisse être sanctionné? Moi, je pense que cela doit être entendu. Parce que il faut éviter toute forme de discrimination entre Congolais. Cela doit être entendu. Mais la réalité dans notre pays fait état que certaines de ces personnes-là ne soient pas vraiment entendues. Parce que, je vous ai soulevé, non, il y a certaines pratiques de corruption que se livrent beaucoup de magistrats véreux. Alors, le régime des sanctions, nous savons que dans ces régimes de sanctions, nous avons la magistrature suprême, non? Nous avons le Conseil supérieur de la magistrature, qui travaille là-dessus sur base des recommandations du chef de l'État, pour que nous puissions vraiment avoir des magistrats conscients de leur travail et conscients des enjeux d'un pays censé être celui d'un état de droit. Alors s'il faut évoquer justement la question sur le dossier Bukangalozo avec l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, avec la décision de l'ancien président qui avait justement dit que la Cour constitutionnelle était compétente pour juger l'ancien président, l'ancien Premier ministre, comme Matata Mponyo, et aujourd'hui hier la Cour était incompétente, aujourd'hui la Cour devient compétente. Est-ce qu'il y a aussi un problème alors dans ce sens-là? Est-ce qu'il faudrait aussi quand nous avons parlé des hommes qu'il faut, de place qu'il faut, ça veut tout dire. Donc, pour dire que même cette décision-là n'est pas épargnée. Donc sûrement, ça a été objet d'une récupération en termes de corruption. Sûrement, je l'ai dit, je n'ai pas de précision, mais au moins ça peut être le fait. Donc moi je pense qu'il faut mettre des hommes qu'il faut à de places qu'il faut pour essayer d'échanger la donne. Même pour ces procès Bukangalozo, la population voulait voir clair là-dessus. Donc c'est un peu ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup, monsieur Patrick Makanga. Cette fois-ci, j'étais en train de le dire de l'entame de cette émission que est-ce que la justice prévoit une sanction pour un député qui quitte
un parti politique pour lequel il était élu vers un autre parti politique au cours d'une législature. Monsieur Patrick Makanga, il est celui qui a fait la dénonciation pour usurpation de fonction auprès du procureur général près la Cour de cassation sur le cas de Gentili Ngobila qui était élu sur la liste PPRD. Aujourd'hui, il est élu et aujourd'hui, il a changé de parti politique au cours d'une législature et il a nommé Junior Nemalemba qui était élu sur la liste ACO comme président de la Ligue des jeunes de son parti politique ACP. Est-ce que cela constitue justement une infraction? Voilà, Monsieur Patrick Makanga, ma démarche, écrivons cette correspondance à l'intention du procureur général près la Cour de cassation, c'est pour essayer de combattre la voyoucratie qui tente de voir les jours, des pratiques, comme j'ai dit, peu orthodoxes, des pratiques de malversation qui ont tendance à revenir pendant que nous avons à la tête un chef de l'État qui insiste sur l'état de droit tel qu'aurait repris dans la Constitution. Parce que l'article 110 de la Constitution de notre pays dit ceci, je dis ceci, les députés nationaux, le Sénat, dans son alinéa 4, le député national, le sénateur ou suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenue dans les cas du dit parti politique. Donc, tel que par exemple le cas de M. Junior Nemalemba. Oui. Il a été élu sur la liste quoi? ACO, non? Oui. Mais comment il s'est retrouvé président de la Ligue des jeunes du parti de M. Ngobila? Il a été nommé et il y a la décision qui a été annexée à cette correspondance. Donc, on ne refuse pas à ce monsieur de quitter son parti, de quitter un parti politique A pour aller dans un parti politique B. Mais il doit renoncer à son mandat parlementaire si on doit respecter et la Constitution et le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, y compris M. Ngobila qui a été élu sur la liste PPRD, mais il se retrouve aujourd'hui président national de l'ACP. M. Ngobila doit renoncer à son mandat parlementaire et en même temps renoncer à son poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa parce qu'ils ont quitté délibérément leur parti politique sur lesquels ils ont été élus. C'est ainsi que nous pensons que tous les actes posés par ce dernier, depuis la décision, depuis leur départ de leur parti politique, tel que l'atteste l'annexe que j'ai eu à mettre dans cette correspondance, tout acte posé par ces personnalités sont déclarés, donc ça n'a pas de soubassement. Voilà. Et ils posent ces actes-là en usurpation de fonction. Ngobila ne peut plus engager la ville-province de Kinshasa. M. Nemalemba ne peut plus engager le bureau au titre de rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Raison pour laquelle nous demandons au procureur général près la Cour de cassation de s'activer sur ce dossier pour rétablir les valeurs d'un état de droit qui doit se reposer sur une justice forte. Donc, alors, la balle est dans les temps de la justice. Votre démarche, c'est vrai. Est-ce que vous pensez opter des requêtes de cause au regard justement au regard justement du pouvoir qu'ils ont? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est vrai, l'état de droit, il faut que la justice puisse sanctionner, mais aussi, ils sont au pouvoir. Est-ce que vous pensez que vraiment, vous allez obtenir gain de cause avec votre démarche? Question de penser ou pas, c'est pas question de mon opinion propre. Mais si on doit se baser sur des textes réglementaires de notre pays, en tout cas, M. Ngobila doit démissionner de ses fonctions de gouverneur et M. Junior Nemalemba. Les cas sont patents parce qu'il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire que non, il y a aussi beaucoup qui sont comme ça. On a cité les cas de M. Eliezer Tamboué aussi. Qui a quitté son parti politique. Il a quitté son parti politique pour créer son propre parti politique. Oui. Tout ce monde-là doivent être mis hors d'état de nuire parce qu'ils sont en train de piétiner sur des valeurs d'un état de droit. Très bien. Et sur des valeurs démocratiques. Moi, je suis un social-démocrate. Nous savons que le moyen pour accéder au pouvoir, c'est par des élections. Voilà. Nous devons respecter la procédure requise pour arriver pour assumer une fonction que ce soit. Que ces gens-là, que le procureur général près la Cour de cassation puisse instruire ces dossiers
pour que justice soit faite. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Makanga. Cette émission est terminée. C'est moi qui vous remercie, cher Nathan. Très bien. Merci à vous également de nous avoir suivis de partout où vous vous trouvez. Le rendez-vous est pris comme ça le mercredi. Ce sera avec un nouvel invité et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine chez vous. Au revoir.